11h11, on va être de retour dans le fameux milieu carcéral et les prisons. Toujours fascinant, je vous le répète, qu'on parle d'éducation, qu'on parle de transport, de santé. En général, on sait un peu à quoi ça ressemble. C'est pas qu'on veut y aller à l'hôpital, mais de temps en temps, on est là, on est déjà allé à l'école. Qui est allé en prison? En tout cas, ici, là, peu de gens. Donc, et tant mieux, ça demeure mystérieux. C'est ce que j'ai dans la tête. On va faire une entrevue notamment sur ce qui se passe actuellement, beaucoup de violence et les punitions qu'on adresse aux prisonniers une fois qu'ils sont en dedans. Il y a des choses qui ont changé. On va en discuter avec ma prochaine invitée. Mais j'ai dans la tête le film Le Party. As-tu vu ça, là? Le film de Falardeau? Ouais. Il se passe en prison, ouais. Tu l'as vu? Oui. Hey, c'est-tu bon un peu? Mais j'ai ça dans la tête parce que si vous ne le savez pas, là, là-dedans, c'est un comité de détenus qui organise un party là, en dedans pour fêter un peu. Puis il y a un détenu qui est joué par Julien Poulain. Oui, c'est une des scènes les plus dures du cinéma québécois, je trouve. Et voilà. Oui. Qui a été un excellent Elvis Gratton, mais un de ses bons rôles, c'est le prisonnier dans le party. Il peut pas aller au party, puis sa blonde est là en plus à chambre parce qu'ils ont trouvé de quoi dans une fouille dans sa cellule et il l'envoie au trou. L'expression, c'est-à-dire en cellule d'isolement. Et là, je sais à quoi tu penses. Là, on ne vendra pas toutes les punches, même si c'est un vieux film. Si jamais ça vous adonne, regardez le party. C'est juste que ça, moi, je savais pas qu'il y a eu des changements là-dedans. On jase hier avec Mike Bolduc, c'est le président régional du syndicat canadien des agents correctionnels, Donnacona puis les peines. Alors, il y a un bout de l'entrevue qui nous parle de la violence en dedans, ça je pense que c'est incontestable, qui est les drones, puis les armes à feu, puis les cellulaires, puis la job des agents est vraiment rough et difficile. Mais il ajoute que, et c'est ça qui a fait réagir ma prochaine invitée, qu'il y a eu des jugements en cours, puis là, l'isolement préventif, ils peuvent plus faire ça. Ils peuvent plus envoyer au trou. Et selon lui, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de conséquences pour les détenus qui, pardonnez-moi l'expression, qui brassent en dedans. Lui, il donnait une image un peu caricaturale, mais je comprends. Il dit, il les envoie dans des salles avec des genres de civils. Puis là, ils jouent aux cartes ou aux dominos ou à des jeux de société. Bon, on essaie de les calmer par différentes façons, mais il trouve que, ça c'est mon expression à moi, là, j'interprète un peu ses propos, ça manque de pogne. Et ça a fait réagir notamment l'Association des avocats-avocates en droit carcéral. On va aller rejoindre à l'instant l'avocate Maître Alexandra Paquette. Maître Paquette, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écouté l'entrevue avec Mike Bolduc, qui évidemment parle du sort des agents correctionnels. On va mettre ça un peu de côté. Vous, ce qui vous a touché, c'est quand on s'est mis à parler des punitions sur les détenus. M. Bolduc semblait dire qu'on est rendu trop lousse un peu, mais je veux qu'on revienne en arrière avant que vous me fassiez part de votre réaction face à ça. Les auditeurs, là, comme vous autres, on n'est peut-être pas au courant, mais il y a des choses qui ont changé. Les cours de justice se sont prononcés sur certaines sanctions dans le milieu carcéral. Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années? Oui, bien merci d'abord d'avoir accepté de me prendre en entrevue. Là. Donc, il faut savoir qu'en 2019 et en 2020, il y a eu des décisions qui ont été rendues par différents cours de différents niveaux là, au Canada, puis justement qui portaient sur l'isolement administratif et donc que l'isolement, le trou, comme on appelle dans le jargon, violait les droits protégés par la Charte canadienne, puis que justement, ces gens qui avaient été placés dans ces conditions-là devaient recevoir compensation. Puis, ce qui est important de noter, c'est que c'est pas juste de dire que bon, les gens ont reçu le fameux 28 millions là, qui a été mentionné en entrevue lundi, mais c'est la raison pour laquelle il y a eu compensation, c'est parce que non seulement ces conditions de détention-là violent les règles Nelson Mandela, là, qui sont des principes de nature de droit international, qui sont considérés comme de la torture à un certain niveau après plusieurs journées. Et la raison pour laquelle ces gens-là ont reçu ces montants-là, c'est parce que les expertises révélaient que l'isolement d'abord, amène aucune dimension dissuasive là, au niveau de la correction d'un comportement, mais surtout que les conséquences, elles sont irréversibles, que ce soit à long, moyen ou court terme, et c'est encore plus grave dans le cas où les gens souffrent de santé mentale. Et justement, considérant qu'il y avait des problématiques, des conséquences irréversibles, il y a certaines personnes qui ont reçu une compensation financière. Et là, je veux que ce soit clair, ce n'est pas l'ensemble des détenus au Canada qui a reçu une somme monétaire. Il faut savoir que la période qui était couverte par le recours collectif était de 2009 à 2019. Et donc, il y a des milliers de détenus qui ont été placés dans des conditions de trous, finalement, qui n'ont pas reçu compensation. Et quand on parle de 28 millions, là, ça a été séparé par des milliers de détenus. Donc, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun détenu au Canada là, qui s'est enrichi en recevant des dizaines de milliers de dollars là, avec ce recours collectif-là. Puis, je veux que ce soit très clair, c'est que la raison pour laquelle ça a été
on a octroyé cette compensation financière-là, c'est en raison des dommages irréversibles sur la santé mentale. Puis quand on parle de dommages, on parle de risque d'automutilation, on parle d'inconduite dans le milieu carcéral, on parle de possible risque de récidive et de réincarcération par la suite. Donc, ça a été prouvé par plusieurs expertises que ça ne fonctionne pas. En cours. Bon, OK. Hey, juste pour savoir un peu, parce que on va respecter la décision de la Cour, la justice nous dit envoyer un détenu au trou, c'est une forme de torture mentale ou autre. On ne fait plus ça au Canada. On a même dédommagé des gens qui ont subi des préjudices. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps les détenus pouvaient passer au trou? Vous avez dit dans certains cas, ça peut même être plusieurs jours. Jusqu'où c'est allé, ça? Ben écoutez, moi j'en représente certains individus, puis moi dans mon caseload, je vais dire comme ça, j'ai un individu qui a passé plus de 3000 jours en isolement. Donc 3000 jours, là, c'est à peu près plus que, si je fais mon calcul, là, c'est plus que 6 ans. Là. Oh boy. Et bon, parce que je l'ai dit en introduction, contrairement à d'autres domaines, on rentre pas là. Ça ressemble à quoi l'isolement préventif? Là, moi, j'ai dans la tête Julien Poulin dans le film Le Party, mais est-ce que c'est vraiment des cellules, un trou comme ça, avec juste un petit espace, t'as pas accès à la lumière, au soleil, puis il y a quasiment rien? Qu'est-ce que ça donne comme... Oui, ben d'abord, j'ai pas vu le film, là, donc faites référence, donc je peux pas comparer, mais pour avoir déjà vu la cellule en soi, écoutez, dans certains cas, là, c'est plus petit que nos salles de bain là, dans nos maisons. Il y a quelques pénitenciers, c'est pas la majorité au Canada que les cellules ne comprennent pas de fenêtres. Là, je vous dirais que si on parle de Donnacona, les cellules d'isolement ont des fenêtres, là, ça faut le dire. Et ils ont très peu de contact aussi. En fait, vous avez très peu de contact avec l'extérieur. Donc, moi-même, là, j'ai vécu l'expérience de me faire enfermer dans une cellule, puis je vous dirais que je n'ai pas des tendances claustrophobiques, mais c'est ce que j'ai ressenti là, quand on fermait la porte. Donc, c'est excessivement petit. Donc, il y a eu des décisions qui ont été rendues. Dans l'entrevue avec Mike Bolduc, moi, je l'ai dit, moi, je souhaite pas un retour en arrière. Si on a décidé que ça, c'était pas correct, puis je suis un de ceux qui défend toujours la dignité des personnes qui étaient encore là, même quand ils sont en dedans, derrière les barreaux. Cependant, là où je le rejoins, là où je trouve préoccupant les propos de M. Bolduc, c'est quand il vient nous dire, on peut plus les mettre en isolement préventif, on peut plus les mettre au trou, fine. Mais là, ils ont rien trouvé d'autre pour remplacer ça. Alors, les détenus font ce qu'ils veulent un peu, font beaucoup de choses en dedans, savent que ils iront pas là puis il n'y aura pas de conséquences. Puis là, il m'a même parlé d'un système qui existe où on les envoie, on a mis des millions là-dedans en contact avec des employés civils, puis de temps en temps, ils les voient, puis ça joue à des jeux, puis ils jouent aux cartes. Alors, est-ce qu'on a perdu le contrôle? Par quoi on a remplacé en dedans l'isolement préventif? Mais voilà, donc l'isolement préventif a été remplacé par l'UIS, qu'on appelle donc l'unité d'intervention structurée. Donc c'est le nouveau secteur là, dont vous faites référence. Par contre, là où je vais prendre le temps de corriger l'information, c'est quand on nous dit qu'il n'y a aucune conséquence, en fait que les détenus ne subissent aucune conséquence avec égard, là, c'est totalement faux. Effectivement, on ne peut plus les placer en isolement, ça c'est vrai. Par contre, particulièrement à l'établissement de Donnacona, lorsque les détenus sont problématiques, ils ont un comportement problématique, que ce soit à l'égard des agents correctionnels et ou à l'égard de d'autres détenus, mais ils sont retirés des secteurs puis sont placés dans des secteurs qui s'appellent, là je vais dire dans le jargon, là, mais c'est un SEGR. Et donc, Donnacona a trouvé des moyens pour justement les retirer du secteur. Si jamais il y a un comportement qui est problématique, la personne va se voir remettre un rapport disciplinaire et sera rencontrée par la cour disciplinaire qui est présidée par un président indépendant. Ce président indépendant-là a le pouvoir, s'il trouve reconnaît la personne coupable, a le pouvoir d'imposer des sanctions. Et c'est là où effectivement la sanction disciplinaire d'isolement n'existe plus. Par contre, encore une fois, particulièrement à Donnacona, ils utilisent des sanctions de type confinement en cellule, deadlock, qu'on appelle dans le jargon. Et ça veut dire que la personne ne pourra pas quitter sa cellule, donc il ne pourra pas avoir en sa possession sa télévision, sa radio, va voir restreindre son privilège d'aller au gym, par exemple. Et ça ressemble étrangement à l'isolement auquel on faisait référence initialement. Mais j'ai l'impression, donc je comprends, donc c'est pas rien. Vous nous dites, on n'a pas remplacé le trou par rien, on peut y enlever à la TV ou tu iras pas au gym, mais si on se fie aux témoignages qu'on a, là, moi je suis pas en dedans, mais je parle à plusieurs agents correctionnels et à certains détenus. Maître Paquette,
ça marche pas. Les détenus, là, le nombre de cellulaires qui rentrent, le nombre d'armes, le nombre... Là, au moment où on se parle, ils cherchent un gun à Orsainville, dans la section des BFM. Visiblement, moi, je veux pas revenir en arrière. Le trou, là, bon, je pense que la justice s'est prononcée, j'accepte ça, puis c'était inhumain, bon, OK, c'est pas des animaux. Tout ce que vous me dites là, je l'entends. Mais visiblement, ce que le gouvernement offre comme pour remplacer ça, ça fait pas peur aux détenus, mais pas pantoute. Mais ça, je suis d'accord. Puis la seule chose que je suis d'accord, puis évidemment, j'ai lu l'article qu'est-ce qui se passe à Orsainville, ça c'est de juridiction provinciale, mais j'en conviens, c'est le provincial a le même problème actuellement. Par contre, il faut savoir que tout n'est pas causé par le fait qu'on a retiré l'isolement. Là. Ça n'a rien à voir. Monsieur Bolduc, vous mentionnez qu'il y avait une augmentation de recours à la force. Okay? Le bureau d'enquêteur correctionnel, qui est la personne qui fait des études justement de ce qui se passe au service correctionnel depuis 2018, okay? Ça c'est avant qu'on retire l'isolement préventif, avait constaté justement l'augmentation des recours à la force et l'augmentation de la violence dans les établissements. Donc, le fait d'avoir retiré l'isolement, là, ça n'a rien à voir, c'est un problème qui existait avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau de l'enquêteur correctionnel, en 2018, avait fait des recommandations au service correctionnel de changer leur modèle de gestion de situation et d'adopter un modèle qui s'appelle d'engagement et d'intervention, justement qui, pour trouver des manières de régler la situation autrement, pour éviter de se trouver dans la situation à laquelle on se trouve aujourd'hui. Puis manifestement, le service correctionnel ne l'a pas fait. Maintenant, c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute du service correctionnel? Je ne sais pas, mais manifestement, le gouvernement a certainement une remise en question à se poser des questions sur quoi faire avec la situation actuelle. Mais ça n'a rien à voir avec l'isolement préventif. Puis je veux juste revenir sur les conséquences qui vivent. Je vous ai parlé de confinement, mais à Donnacona, encore une fois particulièrement, la tendance actuelle, c'est que systématiquement, à chaque fois qu'il y a un détenu qui fait une voie de fait ou des menaces à l'égard d'un agent correctionnel, bien, le service correctionnel porte plainte au criminel. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a aucune conséquence, c'est totalement faux. Bien, on va vous en parler, si vous permettez, Maître Paquette, parce qu'on a tellement de témoignages qui rentrent au 25226 en grand nombre, beaucoup de textos par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, vous parliez du SEGR tantôt. Nous autres, ce qu'on nous indique, selon plusieurs textos de gens qui travaillent, notamment à Donnacona, c'est que ça n'existe plus déjà. Puis, je vous lis quelque chose, OK? On a reçu cette nouvelle-là il y a 2 jours déjà. Il y a eu 2 officiers blessés à Donnacona avant hier, 3 coups de tête au visage d'un officier qui a été reçu justement à l'unité d'intervention structurée, OK? Donc, il y a eu une arcade sourcilière ouverte. Ensuite, 5 armes artisanales trouvées, justement à l'UIS, dont un couteau en céramique. Et le résultat de tout ça, vous dites que c'est des choses qui sont punies, sur lesquelles on intervient. Moi, ce qu'on m'indique par des gens de l'intérieur, encore une fois, plusieurs sources nous disent qu'il y a eu 0 conséquence et que les détenus sont sortis jouer. Même ceux ayant agressé les officiers, donc sont allés jouer aux cartes avec ce qu'on appelle les APS, les agents de programmes sociaux. Donc, ce que Mike Bolduc dénonçait aussi, puis ce qui a été dénoncé par d'autres personnes, hein, puis pas juste au fédéral, on parlait de M. Lavoie qui lui est président des syndicats des agents de la paix en service correctionnel du Québec, c'est que on retrouve plus cette sévérité-là qu'il y avait auparavant, puis qu'ils sont plus capables de l'appliquer et que je pense que c'est ce qu'ils comprennent de votre discours aussi, puis c'est pour ça qu'ils réagissent grandement, c'est que sur papier, ça semble s'appliquer d'une manière, celle que vous décrivez probablement, mais que sur le terrain, sur le plancher, ça semble se passer vraiment autrement de ce que vous nous décrivez en ce moment. Mais écoutez, je reviens encore sur les accusations de nature criminelle. Là. Moi, ça fait 7-8 ans que je vais à l'établissement de Donnacona et le nombre de dossiers d'accusations criminelles que mes clients ont suite à des agissements a augmenté drastiquement. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a aucune conséquence, je me pose certainement des questions. Puis, je veux juste, là, parce que clairement, il y a des agents correctionnels de Donnacona qui nous écoutent, je veux juste qu'on comprenne que ma position, là, je suis sensible à la situation des agents correctionnels. Là, jamais je ne ferai leur travail, puis ça, je ne me gêne pas de leur dire. C'est des gens qui, puis tu sais, j'entendais M. Bolduc dire... contrairement aux pompiers puis aux policiers, on les voit pas travailler. Donc, le sentiment d'héroïsme, on peut pas le partager parce qu'on ne les voit pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a un manque de financement. Là, fait que je ne suis pas du tout contre la position des agents correctionnels là, qui disent que leur travail est les conditions de leur travail sont inacceptables. Ça, j'en conviens. Puis évidemment qu'on est en accord avec leurs revendications au niveau de leurs conditions de travail. Par contre,
ce n'est pas en remettant ou en imposant des conséquences drastiques sur les détenus que ça va changer quelque chose. Vous savez, il y a certainement un manque de financement au niveau des programmes qui sont offerts aux détenus. Puis, comment voulez-vous corriger un comportement quand on n'a aucun programme correctionnel qui sont offerts à l'ensemble de la population carcérale? Le but de l'établissement, oui, de l'incarcération, plutôt, c'est oui de punir, mais c'est surtout de corriger un comportement parce qu'à la fin de la journée, là, tous les gens qui sont à Donnacona actuellement, là, pour la plupart, ils vont retourner sur la rue, puis ils vont côtoyer nos mères, nos pères, et donc il faut être capable de corriger le comportement, puis c'est pas en les mettant au trou, là, je reviens sur le trou, là, mais ce n'est pas en les mettant au trou que ça va corriger leur comportement. Puis j'aimerais juste dire que les problèmes qu'on a actuellement, là, puis c'est des cas médiatisés, on le voit, qu'est-ce qui se passe à Orsainville et tout, là, mais c'est des gens qui probablement n'ont jamais même fait de trou dans leur histoire, et donc le fait que que le comportement de violence augmente n'a rien à voir avec l'isolement. C'est des gens qui n'étaient même pas incarcérés avant. Et donc, justement, moi, je pense que la manière de régler le problème, c'est d'injecter de l'argent et dans les programmes, justement, pour réhabiliter ces gens-là. Mais comment ça, ils n'étaient pas incarcérés avant? Dans la situation qui nous est rapportée, sans vous manquer de respect, vous en savez quoi? Mais c'est-à-dire, pour les gens là, vous me parlez vous faites référence à la situation que je vous décrivais tantôt. Qu'est-ce que vous en savez que cette personne-là n'aurait pas été incarcérée avant? On sait seulement qu'il y a eu des agents correctionnels qui ont été blessés par une personne à l'unité d'intervention structurée. Oui, non, moi, je faisais plutôt référence à ce qui se passe à Orsainville là, avec les gens de BMF et tout, là. C'est juste pour vous dire que on nous dit que les gens bénéficient de l'argent qui a été injecté de compensation par le recours collectif, mais la plupart des personnes qui sont problématiques actuellement n'ont même pas été couvertes par la période couverte par l'isolement par le recours collectif. Donc, c'est prendre plein d'informations puis d'essayer de faire des corrélations avec ces informations-là. Mais c'est sûr que chose certaine, on s'entend que ces temps-ci, c'est pas facile pour les agents correctionnels compte tenu de ce... Puis on est là à jaser entre nous, que ce soit M. Bolduc, vous, etc. J'espère juste qu'en haut également, quand vient le temps de financer, de mettre de l'argent, puis ceux qui sont dans les bureaux soient autant conscients de cette réalité-là qu'on peut l'être. Maître Paquette, merci beaucoup de nous avoir jasé ce matin. Merci. Merci. Bonne journée. Maître Alexandra Paquette est avocate depuis plusieurs années en droit carcéral. Ça fait réagir. Bon, je vous résume le débat, là. Avant, quand un prisonnier brassait trop, faisait de quoi en dedans, il l'envoyait au trou. La Cour a décidé, principe Nelson Mandela, tout ça, que c'est une forme de torture. Puis moi, j'y ai jamais été dans une cellule d'isolement. Maître Paquette me dit que oui. Elle veut surtout pas qu'on revienne à ça. Mais j'ai pas l'impression que les gardiens de prison plaident pour ça. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'avant, on avait cette arme-là pour les dissuader. Pasteur, on l'a pu. Puis ils ont remplacé ça par de quoi qui est peut-être bien beau sur papier. Maître Paquette le décrit. Mais là, des intervenants sociaux, puis ils jouent aux cartes dans un local, puis on les envoie là. Ça fait peut-être pas peur. Elle a dit qu'il y a quand même des conséquences. On peut les mettre deadlock, là. Mais je suis pas sûr que si on regarde ce qui se passe sur le terrain, témoignage qu'on a, c'est que les détenus ont maintenant le gros bout du bâton. Je le dis en québécois, il semble avoir, puis là, les agents se sentent un peu désarmés. Je pense pas que c'est un plaidoyer des agents pour le retour au trou. Je pense que c'est un plaidoyer pour avoir plus de moyens efficaces, parce que si la scène que tu nous décris, c'est exactement ça. Au lieu de les envoyer au trou, ils les ont envoyés dans une salle avec des je sais pas moi, des agents d'intervention civile, là, puis bon. Ça s'est ramassé qu'ils sont fait frapper, puis attaquer, puis ils sont restés violents, puis bon. Alors, c'est encore la même histoire. On réagit comme ça en société. Hein? On va d'un extrême à l'autre. Est-ce qu'on a pu être trop dur dans le passé? Moi, je peux rejoindre Maître Paquette là-dedans, peut-être. Elle nous a parlé de quelqu'un qui a été 3000 jours au trou. Ouais, mais là, encore là, on connaît pas son histoire, puis j'ai pas eu le temps de tout détailler, mais 3000 jours au trou, ça me semble beaucoup. Maintenant, là, on passe à l'autre extrême. Si on a pu être trop dur dans le passé, là, j'ai l'impression qu'on est trop lousse. Là, on pogne l'aiguille à l'extrême, puis les détenus sont pas caves, hein? S'il y a une chose qu'ils peuvent saisir rapidement, puis ça, un enfant de 3 ans le saisit. Quand l'autorité est menacée, quand tu comprends qu'il n'y a jamais de conséquences à tes gestes, que ton père ou ta mère te blablabla, ça parle, tu vas prendre le dessus. Ça, c'est de même à l'école, c'est de même dans les milieux de travail, c'est de même dans les garderies. Fait que d'après moi, les détenus qui ont commis des gestes graves, mais ne sont pas innocents, là, s'ils catchent qu'il n'y a pas de conséquences graves à leurs gestes, hey, tu vas me priver de TV pendant 3 jours. Je vais continuer à faire rentrer de la drogue en dedans. Je vais continuer à me battre, comment que tu m'empêches d'aller au gym? Bon, il faudrait trouver de quoi. Je ne l'ai pas, la solution.
J'aimerais ça que des gens puissent rassembler M. Bolduc, Maître Paquette, d'autres mondes discutent. Mais ça prend de quoi? Vas-y avec les commentaires. J'ai rarement vu, premièrement, les réactions sont extrêmement nombreuses. J'ai rarement vu un sujet sur lequel on parle de la même affaire, mais que les deux positions sont aussi loin l'une de l'autre, aussi différentes l'une de l'autre. On parle, tu parlais tantôt là, de quand on met un détenu en isolement longtemps, souvent ce qu'on nous indique, puis c'est que à la demande de certains détenus. Il y en a même qui ont reçu de l'argent, puis que souvent c'est des détenus peut-être qui ont fait des crimes sexuels ou qui sont répréhensibles, qui se vivent mal parmi tes co-détenus, là, qui se vivent mal en détention, puis que souvent ces gens-là, il y en a qui ont reçu de l'argent pour avoir demandé eux-mêmes d'être longtemps. Bon, après ça peut être des exceptions. J'en conviens. Mais ce qu'on nous dit également, c'est que, tu sais, elle nous parlait du fameux SEGR que je t'ai mentionné. Il y a des gens qui nous disent un deadlock ne peut pas durer plus de 24 heures. Le SEGR n'existe plus, puis ça dure le temps d'une enquête administrative, et donc ça ne peut pas être plus que 24 heures. Alors, ça revient à ce que je disais quand, hey, tu me prives de la TV pendant 24 heures pour avoir battu un détenu. Je peux-tu te dire que, bon, là, s'il a battu un détenu, il risque d'avoir des accusations. Il faut être honnête. Encore là, il faut avoir le temps de monter les enquêtes toutes. Mais je comprends qu'être privé de la télé ou de gym pendant une journée, si c'est le maximum, le deadlock une journée, ça fait pas peur à grand monde. Es-tu d'accord avec moi? Oui. Pas assez pour dire à quelqu'un, tiens-toi tranquille, tu sais, bon. Dans tous les cas, ça confirme juste exactement ce qu'on a vu dans la lettre et ce que Mike Bolduc a dit. Il y a vraiment une grande différence. Puis ces deux-là parlent du même environnement, Maître Paquette et Mike Bolduc, et tous les gens qui nous écrivent, qui travaillent comme agents correctionnels, vous parlez de la même affaire, puis vous la vivez d'une manière complètement différente.